Alors, je parle dans un micro qui est celui de YouTube Hercule. On est en présence de Leila Chaibi ce mardi 26 mars au Bar à Potes à Nice. Donc, Leila Chaibi, députée européenne apparentée France Insoumise, enfin de la France Insoumise, apparentée groupe de gauche unitaire au Parlement. Qui est donc dans le cadre des élections européennes de juin et la sortie de son livre Une députée pirate vient à la fois nous parler de comment elle a réussi un peu à hacker les institutions et à défendre les travailleurs des plateformes Uber et Deliveroo. On est en présence aussi de ce qu'on appelle la presse pas pareil. Télé chez moi enregistre, YouTube Hercule enregistre le son et Mephi06 aussi est là, qui est le média local des Insoumis de Nice. Alors, c'est un journal important. Et un journal important, c'est vrai, c'est le nôtre. Moi, le mensuel dubitatif et auquel j'appartiens, et ouais, mon compère Philémon aussi en face. Alors, je sais pas, peut-être, première question, tu as dit que c'était la première fois que tu venais à Nice. C'est quoi ta première vision quand tu es arrivé à Nice? Forcément, enfin, politiquement, on sait que c'est plutôt pas très insoumis, voire très à droite. Voilà, on est avec les résistants ou qu'on a avec des camarades en fait. D'ailleurs, tu as une colistière ici, Zora Briand, donc qui est sur la liste de l'AFI pour les européennes. Je crois qu'en fait on a fait un très gros boulot et un bon boulot pour aller chercher les gens de gauche et surtout leur expliquer à nouveau ceux qui ne savaient plus qu'est-ce que c'était qu'être à gauche. On a décidé de faire un projet avec plusieurs vidéos de 15-20 minutes pour mettre en avant les luttes locales et pour dire qu'à Nice aussi, comme tu disais, il y a des mouvements, il y a de la lutte à Nice, malgré les images qu'on a de Nice, qui est une ville de droite, voire qui tend vers l'extrême droite. Je trouve ça épatant et vachement courageux, et parce que c'est vachement plus courageux, mais que ce soit de militer à la France Insoumise, d'animer la France Insoumise, ou que ce soit d'animer des médias alternatifs comme vous le faites tous là autour de la table. Enfin, c'est quand même vachement plus courageux et compliqué et difficile de le faire dans ce contexte-là quand on est dans une ville très à droite que à Paris 20e où ça vote à 80% à gauche. Donc vraiment chapeau à vous, c'est impressionnant, et puis je suis vraiment ravie d'être avec vous. Vu qu'on n'a pas le luxe ici de beaucoup se bagarrer, puisqu'effectivement on n'est pas beaucoup, on fait beaucoup de choses ensemble. Est-ce que toi, dans ta vie de militance, c'est quelque chose que tu as expérimenté? Tu as connu quand même aussi beaucoup de guéguerres. Tu me disais que tu étais de Toulouse aussi, mais tu as vécu à Paris, il me semble. Eh ouais, moi j'ai grandi à Toulouse, je suis arrivée à Paris à la fin de mes études. Je militais à Toulouse, mais c'est dans le syndicalisme étudiant. À Sud étudiant. J'avais fait un rapide passage par Alternative Libertaire à l'époque. Et puis après, donc quand je suis arrivée à Paris, je me suis engagée dans des collectifs thématiques où d'abord sur la question des stages, ensuite sur la question de l'accès au logement des jeunes. Et la particularité, c'était qu'en fait, c'était composé de gens qui votaient tous différemment et qui se réunissaient juste sur un sujet, un thème particulier, des collectifs non partisans. Sauf que rapidement, on se rend compte en fait que moi étant un peu la gauchiste de ces collectifs, il y avait des gens qui votaient plus à droite, mais que la réalité et la lutte radicalisent en fait, et on se rend compte que même quand on s'affronte à un système qui organise une pénurie de logements, on peut pas parler que de logement, mais on est obligé de parler du droit de ne rien faire de sa propriété. Quand on parle de la question des stages, on parle pas que d'accès à l'emploi, mais on parle de est-ce que le travail doit permettre de vivre dignement, ou est-ce que l'argent doit aller aux actionnaires. Donc il y a une vision politique derrière. Et moi, c'est ce qui m'avait poussé à m'engager en politique, hein. D'abord au NPA à l'époque, puis ensuite j'avais rejoint le parti de gauche avec j'ai suivi l'aventure ensuite de la France Insoumise avec quelques pauses entre-temps, hein. Mais en tout cas, toujours le fait de se dire, peut-être par rapport à ta question, c'est comment quand on fait pas masse, on est obligé d'avoir recours à des leviers qui sont pas des leviers habituels et de sortir un peu de l'ordinaire. Et donc, quand on fait pas masse, on est obligé de se serrer les coudes. Et là, par exemple, typiquement, en fait, faut donner un exemple concret, la lutte contre le logement, pour l'accès au logement, on aurait pu se dire, tiens, on organise une pétition, une manif. Sauf qu'on savait que là, on parlait d'un problème qui était comment, même si on a un emploi, on a des difficultés d'accès à un logement, surtout dans des villes comme Paris où on demande de gagner 3 fois le prix du loyer. Et donc, quand on gagne le SMIC, il faudrait trouver des loyers à 400 €, ce qui est mission impossible. Et donc, on décide d'organiser à ce moment-là des visites d'appartements festifs
on s'incruste dans les visites d'appartements à louer pour organiser des fausses crémaillères et pour permettre en fait d'accéder à l'opinion publique et de mobiliser le politique. Les journaux parlent de nous et donc ensuite c'est comme ça qu'à pas nombreux on arrive à interpeller le politique. Puis on réquisitionne des immeubles, on réquisitionne des immeubles donc avec aussi d'autres associations qui a priori ont pas grand chose à voir avec nous. Et en fait, où en temps normal chacun aurait milité dans son couloir avec des leviers d'action classiques. Et là on se met ensemble. Et pour avoir une voix qui porte. Ouais. Je pourrais prendre aussi l'autre exemple, c'est on n'est pas nombreux, je fais partie du plus petit groupe au Parlement européen, et de la même manière, oui, effectivement, il y a besoin de plus se serrer les coudes quand on n'est pas majoritaire. Quand même. D'ailleurs, vous avez un autre point commun au-delà d'être colistière, c'est justement la lutte pour le logement, parce que toi, ton collectif sur lequel un des premiers dans lesquels tu as milité, Jeudi Noir, voilà, en référence au Jeudi Noir du crack de Wall Street en 29, c'est ça, ouais. Oui. Et Zora est militante historique à Nice du DAL. Il y a un conseil d'administration auquel j'assiste plus depuis les 3 dernières réunions, parce que c'est d'une violence terrible. Et que, en fait, tu te retrouves là-dedans, tu as des associations qui sont cooptées par les élus du coin, donc il y a que ces associations-là qui ont accès finalement au conseil d'administration. Moi, j'avais l'impression d'être devant les cadres sup de l'hôpital, une maltraitance terrible, t'es traité, mais enfin, c'est odieux, quoi, c'est très insultant tout le temps. Donc là, cette année, en fait, j'ai pas trop eu la foi d'y aller depuis le mois de septembre, parce que, voilà, c'est beaucoup de violence. Les élus ici sont directement concernés, puisque ce sont eux qui sont au poste clé des autorisations des bailleurs sociaux, qui sont des bailleurs sociaux voyous, facilement les 3/4 insalubres. Totalement insalubres. Nous, on a un média, on a un journal anarchiste, du coup, on ne s'en cache pas. Et tu as dit que tu avais été, du coup, à Alternative Libertaire, qui est un collectif qui s'inscrit là-dedans aussi. C'est quoi le cheminement de pensée d'un investissement qui est libertaire, anarchiste? C'est quoi le cheminement qui pousse à se dire, ok, cet échelon-là, je vais l'investir. Pourquoi faire et est-ce que ça vaut le coup? Question intéressante. À la base, c'est vrai que moi, quand je me suis engagée d'abord pour la première fois dans une organisation politique, donc Alternative Libertaire, c'était un peu dans une démarche où, comme si tu feuillettes le catalogue des idéologies politiques, en gros, et tu dis. À l'époque, j'hésitais entre la LCR et qui existait à l'époque et je me dis pour moi c'est le communisme libertaire en fait. Après en fait je me rends compte rapidement que certes en fait sur le papier je suis en accord, mais en tant qu'outil pour changer les choses je trouve pas mon compte. J'ai pas l'impression que c'est opérationnel. Beaucoup de temps passé sur les discussions de congrès, enfin ce genre de choses, sur des trucs internes où il fallait qu'on se positionne sur quel texte ou telle motion d'instance interne. Et là je me dis en fait les organisations politiques c'est pas fait pour moi. En tant qu'outil, même si toujours si j'ai à choisir dans le catalogue des idéologies politiques, le communisme libertaire c'est le principe, c'est le système qui me plaît le plus, mais pour changer les choses, en fait, je trouve plus mon compte dans des collectifs comme ça. C'est là que j'arrive ensuite à Paris, collectif donc sur le logement, collectif sur les stages, mais là, en fait, à l'inverse, on se dit, je comprends pas, j'arrive devant les ministres pour le logement, enfin, je me rappelle de Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque ministre du Logement. On arrive en quelques semaines à choper un rendez-vous avec lui. On arrive avec des mesures qui coûtent 0 €, d'autres qui coûtent plus d'argent. Mais il y en a certaines qui coûtaient rien. Nous, avec nos petits bras, on arrive à réquisitionner un immeuble, loger des gens. Et là, le gars nous explique que non, par contre, la loi de réquisition, on peut pas l'appliquer. Et là, tout d'un coup, je me dis, en fait, ça suffit pas d'agir sur des thèmes comme ça. Si on veut que les choses changent et pas juste loger des gens en squattant un immeuble localement, mais qu'en fait tous les endroits, tous les bureaux vides soient transformés en logements, que tous les gens qui font rien de leur logement soient obligés de les louer. Hein, on parle même pas d'exproprier, on parle de forcer à louer. Et il faut occuper le terrain politique. Et à ce moment-là, se crée donc le NPA. Donc la LCR, Besancenot à l'époque dit on va lancer un grand parti anticapitaliste à la gauche du Parti socialiste. Et donc moi je me dis tiens en fait là je sais qu'il faut occuper le terrain politique, mais il faut occuper le terrain politique avec une logique de rupture pour dire que le droit au logement est supérieur au droit de propriété. Et donc je me dis tiens je m'engage au NPA d'abord. Sauf que du coup je déchante vite au bout d'1 an et demi du NPA, parce que de la même manière que ce que j'avais ressenti à l'Alternative Libertaire, le front de gauche se crée à ce moment-là en même temps. Et là, j'ai un parti qui, je me rappelle, on fait un score tout pourri aux élections. Je crois que c'était les élections européennes d'ailleurs. Et là, on me dit, mais les élections, de toute façon, on s'en fout. C'est pas ça qui va changer les choses.
Et donc là, je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin d'un parti politique pour ça, en fait, dans ce cas-là. Enfin, si je vais dans un parti politique, enfin, si c'est me dire d'aller en manif, j'ai pas besoin du parti, en fait, quoi. Si je veux occuper le terrain politique, c'est justement pour, en plus de l'autre jambe qui reste toujours essentielle du terrain des luttes sociales, c'est que occuper le terrain institutionnel avec une politique de rupture. Si là, leur gars me dit que, en fait, ça compte pas, ça sert à rien, donc du coup, en fait, c'est que j'ai mal compris en fait ce qu'il y avait marqué sur le carton d'invitation, peut-être. Dans ton livre, tu racontes le chemin que vous avez parcouru pour arriver au salariat pour les travailleurs des plateformes. Ici, suite à un appel national des syndicats, il y a eu 2 week-ends de grève des travailleurs des plateformes au mois de novembre. Leurs revendications étaient plus sur les conditions de travail, sur la tarification, et moins sur le salariat. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des travailleurs des plateformes pour les convaincre de ce statut pour eux? Il n'y a aucun VTC qui dira qu'il voulait être salarié au départ. Le truc, il disait, mais moi j'ai cru Uber, je voulais être indépendant, entrepreneur. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ils le sont pas. Parce qu'ils choisissent pas leurs tarifs, ils choisissent pas comment ils travaillent, ils comprennent pas parce qu'en fait, t'as une voiture, t'as ton collègue dans la voiture à côté, collègue entre guillemets, mais c'est des contrats individuels, donc il y a pas c'est pas officiellement un collègue. Ben, va avoir des courses à 10 €, l'autre à côté va avoir des courses à 25 €. Est-ce que c'est parce que je refuse souvent les petites courses que du coup pour me sanctionner on m'en donne des petites, ou à l'inverse, est-ce que lui à côté il refuse les petites, donc du coup on comprend qu'il en veut des grandes, donc et ça on sait pas. Dans la limite, dans une entreprise, tu vas voir le patron, tu demandes les explications sur le règlement intérieur. Là on peut pas, c'est l'algorithme dans la poche. Et donc c'est ce qu'on appelle un lien de subordination. Donc ils ont à la fois les inconvénients du statut de salarié, qui est que tu as un lien de subordination, tu as un patron au-dessus de toi que te sanctionne, te contrôle, que te dirige, sans avoir la contrepartie. Parce qu'on dit, il s'agit pas de dire que le salariat c'est génial et que déjà qu'une fois que tout le monde est salarié, tout est résolu. Mais ce qui fait que t'es pas un esclave, bah c'est que ça est encadré par un contrat et donc en contrepartie t'as des droits. Tout un ensemble de la protection sociale, enfin donc c'est ce qui fait en fait c'est un compromis. Et sauf que les travailleurs des plateformes, donc ceux qui sont les plus visibles, c'est les livreurs de repas et les chauffeurs VTC. Mais en fait ça s'étend à de plus en plus de gens. Et ben ils ont à la fois les mauvais côtés du salariat et les mauvais côtés du statut d'indépendant, en fait. Et donc là, la présomption de salariat des travailleurs des plateformes, ça veut pas dire que tout le monde devient salarié, mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu as les contraintes du salariat, bah, tu bénéficies des avantages. Il y a des plateformes qui font que de la mise en relation. Par exemple, Doctolib. Si tu es un médecin inscrit sur Doctolib, si tu décides de fermer ton cabinet le mercredi et le jeudi, Doctolib va pas dire « Allez, on te baisse tes honoraires ». En gros, l'idée, c'est soit tu es vrai indépendant, soit on est vrai indépendant, soit on est vrai salarié. Mais là le problème c'est que du salariat déguisé avec l'utilisation abusive du statut de travailleur indépendant. Pour les livreurs, quand ils disent on a la liberté de se connecter, en fait non, si tu te connectes à 3h du matin, ton téléphone va pas sonner pour te dire d'aller au McDo récupérer un repas. Pour autant, on voit que la grève elle a un impact, par exemple sur Cannes-sur-Mervence, des courses qui pouvaient coûter 7 € en temps normal. Pendant la grève, elles ont coûté jusqu'à 30 €. Donc on voit que ça a un impact. Qu'est-ce que tu dirais à des travailleurs des plateformes, des travailleurs et travailleuses des plateformes, pour leur montrer l'enjeu, sans décider à leur place, d'agir collectivement et de se structurer entre eux? Ben, tu l'as très bien décrit. Enfin, il y a tous les obstacles à la mobilisation là, pour ces travailleurs-là. Parce que déjà, donc, t'es pas censé avoir accès aux syndicats et t'es pas censé avoir les droits. Le droit de grève n'existe pas, vu que c'est des contrats commerciaux. Donc tout est fait, c'est des travailleurs individuels, même physiquement en fait. Moi j'aime bien le slogan du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme, qui dit la rue est notre usine en fait. Quand t'es à l'usine avec tes collègues, bon bah tu peux te retrouver tous ensemble ou dans n'importe quelle entreprise physiquement. Là non, chacun sur son véhicule, chacun dans sa voiture ou chacun sur son vélo. Donc en plus voilà, aller le plus vite possible, fait que ça favorise pas les échanges et donc il y a ces obstacles à la mobilisation et on voit que dès qu'en fait il y a une mobilisation collective, dès que les travailleurs surmontent ces obstacles à la mobilisation collective et arrivent à s'organiser, et ben voilà, là tu dis de la multiplier, enfin en passant de 7 € à 30 €, enfin ça produit ces effets directement. Les dark kitchens, donc c'est des entrepôts
où dedans il y a des chaînes de production pour faire des repas. Et en fait, quand tu vas sur l'application Deliveroo ou Uber Eats, t'as l'impression que il y a un Thaïlandais, il y a un tacos, un burger, et en fait, avec chacun son identité visuelle, graphique différente, t'as l'impression que c'est plusieurs restos. Et en fait, non, tout est fait avec dans des chaînes de production dans le même entrepôt. Donc c'est pas du tout, il y a pas du tout un restaurateur qui doit payer sa salle, ses serveurs. Non, c'est dans un entrepôt avec le même poulet. Ils font une salade César, des tacos, des sushis, pour différents restaurants. Et en fait, par contre, l'avantage pour se mobiliser, c'est que faire bloquer l'entrée de ces endroits-là, c'est l'équivalent en chiffre d'affaires de bloquer 10 restos s'il y en a 10 à l'intérieur. Et quand les travailleurs ont fait ça, et ben là, au bout d'une heure, les montants, les courses étaient revalorisées, quoi. Moi, il se trouve que je suis au Parlement européen. Notre boulot, c'est de faire des directives, des lois européennes. Donc du coup, ben voilà, on s'est battu pour une directive qui donne aux travailleurs pour empêcher en fait les plateformes de piétiner les droits sociaux, les obliger à assumer leurs responsabilités d'employeur, en donnant les droits de salariés à partir du moment où elles subordonnent, présomption de salariat. Mais après, c'est essentiel de cette action collective, en fait, elle est super importante et elle doit se mener avec les revendications immédiates. C'est d'abord la hausse des rémunérations, parce qu'en fait, quand on regarde la face, c'est l'élément le plus mobilisateur, le plus flagrant, avec les déconnexions aussi, souvent. Parce que ce qui nous revient des syndicats, c'est le fait de, contrairement à une entreprise normale où on peut pas, pour virer quelqu'un, il faut un motif. Là, hop, déconnexion. Et c'est bon, c'est ce qui correspond à un licenciement, mais sans raison. Parce que d'ailleurs, ça sera interdit avec la directive. C'est comme, il y a les lobbies, les plateformes, ils sont déjà présents à l'échelon européen. Et ben là, tout d'un coup, hop, ces mobilisations-là, elles parlent ensemble et puis elles deviennent une force européenne qui fait pression sur la construction de la loi, quoi. C'est pas comme les députés nationaux qui se font interpeller sur le marché le week-end. À la permanence, tu les vois, les gens qui ont voté pour toi, en fait. La pression de la base, elle existe. Là, pour les députés, il y en a qui peuvent très bien passer 5 ans sans du tout rendre de compte à personne et sans être interpellés par qui que ce soit parce qu'ils restent dans la bulle européenne, en fait. Donc ça déjà, ça éloigne. Le fait que géographiquement, donc il y a un parlement à Strasbourg, mais l'essentiel de l'activité est à Bruxelles. Donc à part les Belges, personne n'est dans son pays. Et ensuite, même si vous voulez aller au Parlement européen, vous devez vous faire accréditer par un député. On vous dit, donc vous donnez votre carte d'identité, on vous donne un autocollant, là, on te dit, t'as pas le droit de circuler tout seul dans le Parlement, tu dois être accompagné de ton député. Et attention, si tu perds ton autocollant, non, en fait, là, tu peux plus circuler. Tandis que les lobbyistes, eux, ils ont un badge, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent, ils ont le même badge qu'ont les députés. Ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Ils arrivent sur le 3e étage direct. Il y a des boîtes aux lettres à disposition avec les noms. Alors, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ces boîtes aux lettres? Il y a le nom de tous les députés classés par pays, mais il n'y a pas de clé. Ça s'ouvre. Et on a nous d'autres boîtes aux lettres qui ouvrent à clé. On m'a dit, c'est pour les lobbies, comme ça ils déposent ce qu'ils veulent. Ils ont même tout ce mur de boîtes aux lettres où ils peuvent déposer toute l'information qu'ils veulent. Souvent, ils connaissent bien mieux que toi au départ quand on arrive, parce que quand on arrive, il faut un petit temps. Quand c'est le premier mandat, on comprend pas grand-chose. Déjà, pour se repérer dans les couloirs, faut un certain temps. Mais autant, en fait, de temps pour se repérer dans les couloirs que pour se repérer dans les méandres bureaucratiques, quoi. Et eux, ils arrivent, ils t'apprennent que là, à la prochaine réunion de la commission emploi, il va y avoir la distribution d'un rapport sur les travailleurs des plateformes. Je te conseille de te positionner dessus. Et d'ailleurs, j'ai déjà des amendements rédigés, si tu veux. C'est souvent des anciens assistants parlementaires qui connaissent, eux, par cœur le fonctionnement. Et tout autour du Parlement même, c'est parce que c'est physique, en fait, c'est comme si c'est des causes matérielles qui ont des effets politiques, en fait. Et physiquement, donc en fait, le quartier du Parlement européen à Bruxelles, il y avait rien il y a 40 ans, il y avait rien dans ce quartier, en fait, ça est sorti de terre, donc la bulle européenne, Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, Parlement européen, et tout autour les bureaux des lobbies. Ils encerclent physiquement, en fait, le Parlement européen. Et à côté de ça, les citoyens sont éloignés, en fait. Et à côté de ça, les citoyens, ils comprennent rien, se disent, mais je comprends pas, alors attends, c'est le Parlement européen, mais ils ont pas le droit, il faut que ce soit la Commission européenne qui propose, donc à quoi sert le Parlement? Puis il y a un troisième truc qui s'appelle le Conseil. Tout est fait, on dirait, pour que les gens comprennent rien, que ce soit le plus illisible possible. Et donc ça favorise, ça laisse le terrain libre
au lobby qui représente des intérêts privés et qui fait que les décisions qui sont prises, à la fin, elles vont plus souvent dans le sens de l'intérêt des lobbies que dans le sens de l'intérêt des gens. Et moi, ce que je me suis aperçu avec la bataille sur les travailleurs des plateformes, c'est que par contre, dès qu'on casse un peu cette machine-là, en fait, ça renverse le rapport de force vis-à-vis des lobbies qui étaient tout puissants, mais qui sont tout puissants surtout parce que les citoyens sont pas là, quoi. C'est un peu comme disait la Boétie, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et tout d'un coup, quand on se lève, en fait, ils sont moins grands, quoi. Et une fois qu'on a réussi à combattre du coup contre le système, contre les lobbyistes, contre pas mal de personnes qui sont contre ça, notamment des États, une fois que la directive est arrachée, les suites, c'est quoi? On a une directive qui va améliorer la situation. Ce qu'à un moment donné, c'est important de le dire parce que en face, il y avait l'objectif d'avoir une directive, mais qui empire la situation. Ça aurait été une possibilité, et c'est ce que veut Macron, ce que veut Hubert. C'est-à-dire qu'il fait que quand les travailleurs vont voir les juges pour dire, monsieur le juge, je comprends pas, j'étais censé être indépendant, je le suis pas. Les juges, ils font quoi maintenant? Ils requalifient en contrat de travail. S'il y a une directive qui dit, tu es requalifié, tu es considéré comme salarié que si tu remplis je sais pas combien de critères, tout ça, en fait ça fait un obstacle aux requalifications, en fait ça empire la situation, ça met des bâtons dans les roues pour les travailleurs qui vont voir les juges. Donc on a une directive qui améliore la situation, mais franchement elle est loin d'être anticapitaliste. Elle est pas révolutionnaire cette directive. Je mentirais si je le disais. À partir du 24 avril, quand elle va être ratifiée, là, le 24 avril, les États membres ont 2 ans pour traduire en loi nationale la directive. Et on sait que les lobbies, aidés par Macron en France surtout, donc en France ça va être un sacré enjeu, la transposition. Autant en Espagne c'est nos alliés, on sait qu'il y aura moins de problèmes, mais là en France la transposition, ils vont essayer de s'engouffrer dans les mailles du filet pour faire en sorte que ce soit de la saboter en fait jusqu'au bout. On sait que jusqu'au dernier moment il va falloir se battre, et que la prochaine étape de la bataille pour la France, ça va jouer au niveau de la transposition au niveau national, et que ce rapport de force il sera victorieux à la fin que s'il y a l'implication des principaux concernés. Comment tu fais, toi? Parce que t'es quand même en rapport avec des gens qui sont très corrompus au pouvoir et qui adorent ça, et où, franchement, le pouvoir, on sent que c'est une drogue. Comment tu fais pour résister, et comment tu fais pour les supporter? Moi, je pense pas être plus maligne ou pure que qui que ce soit, d'abord. Et d'ailleurs, c'est un truc, au fait, je me rends compte rapidement quand on arrive, en fait, au Parlement européen, on sent bien que il y a toute une ambiance qui est faite pour dépolitiser, en fait. Pour calmer, câliner, et en fait déconflictualiser, en fait. Déjà, le fait que chacun parle des langues différentes, donc quand tu parles dans l'hémicycle, par exemple, si tu tapes du poing sur la table, c'est traduit par quelqu'un, et donc quelqu'un qui parle pas français, ça va être traduit, mais par l'interprète qui parle comme ça, et tout est lisse. Donc, et en fait, ça dépolitise aussi dans un certain sens. Que tout est fait, t'as une espèce de bulle, tu peux vite en fait passer tes journées dans un truc complètement coupé du monde, et en fait justement pour pas rapidement, moi je me suis aperçu que pour contrer tout ça, fallait se forcer justement à chaque truc que tu fais, il y a pas un texte législatif sur lequel tu consultes pas les principaux concernés, en fait. C'est aussi moi voilà, mettre des garde-fous en fait, et puis après il y a le fait qu'on n'est pas tout seul en fait, et que là-bas, là le bouquin il est écrit là par la première personne, mais déjà il y a mon équipe, il y en a une des membres de mon équipe, un des gros moyens pour son équipe au Parlement européen, donc il y en a une qui est là, Manon, mais il y a aussi le reste du groupe en fait. C'est comme une espèce de grande famille politique. On est le plus petit groupe du Parlement, mais c'est un peu comme si on avait l'équivalent. On travaille avec, on a les camarades de Podemos pour l'Espagne, pour les Nordiques, ça va être l'Alliance rouge-verte, pour l'Allemagne Die Linke, le bloc de gauche au Portugal. Et en fait, dès le départ, on se rend compte, on fait, ah ouais, mais nous, on est arrivés, on était que 6 élus. Mais en fait, tiens, en fait, toi, tu racontes la même chose que moi, sauf que toi, tu le dis en portugais. Et en fait, on est on a des Irlandais aussi, une grande famille politique de toute l'Europe, de gens qui résistent, en fait. Rapidement, tu te rends compte que, en fait, le gars, c'est pas parce qu'il a un costard, cravate et les cheveux gris et qu'il a vachement d'assurance dans ce qu'il dit que ce qu'il dit, c'est plus intelligent. Ça a l'air, mais quand toi-même tu commences à comprendre, tu te rends compte que non. Et puis qu'en plus, justement, tout le côté terrain, étant donné que t'es avec beaucoup de gens, du coup pas dans mon groupe politique, mais dans les groupes adversaires et concurrents, d'eurocrates en quelque sorte, pour le dire rapidement,
et ben en fait, ils ont jamais vu un travailleur de leur vie. Et c'est pas par méchanceté, c'est qu'en fait dans leur environnement il n'y a pas de travailleurs. Donc quand toi tu leur ramènes des travailleurs, c'est une expertise en fait. Moi mon expérience de terrain devient, je me rends compte que ça peut, plutôt que d'être quelque chose qui fait complexer parce que je suis pas assez eurocrate, que en fait non, en fait je dois l'assumer et c'est une expertise. Donc ça donne confiance, ça, et ça marche, et donc ça voilà te conforte dans l'idée que t'es sur la bonne voie, quoi. Mais t'as pas envie de les étrangler avec leur langue de Des bois? fois, ouais. Mais Par procuration. Évidemment. ouais. Si, mais des fois, quand je vois que eux ont envie de m'étrangler, c'est là que je me dis, ah, ça fait plaisir. Parce qu'au départ, ils s'appelaient Uber, Bolt, les lobbyistes, mais petit à petit, ils se sont mis à se cacher. C'était l'association pour la mobilité. EU Tech Alliance. Que, en fait, c'était, tous les lobbies étaient derrière, tous les lobbies des plateformes. Et ben, merci. Merci. Je suis pas sûre que les questions de Nice Matin soient... C'est un journal de très grande qualité. Ça dépend. Et d'ailleurs, il est là. Non.